Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique et avec la période, donc Halloween et là novembre voire même l'automne, donc notamment la Toussaint, j'ai lu et je viens donc vous présenter le tome 1 de la saga Hades. Donc ça, saga Sinclair, et là le premier tome c'est Game of Fate et c'est édité chez Hugo Roman. Alors pour le résumer, pour ceux qui ont lu Hades et Perséphone, vous connaissez. Sinon, c'est tout simplement une réécriture version 21e siècle du mythe d'Hadès et Perséphone. Là, plus précisément, du point de vue justement du roi des enfers et donc du dieu des morts, Hadès. Alors j'avais lu Hades et Perséphone, en tout cas la quadrilogie, justement écrite par Scarlett Sinclair, pardon, qui est donc également qui est en tonton Blou avec cette série. Alors là, on a certes le point de vue d'Hadès, mais je vais essayer un peu d'écarter cette quadrilogie à la base, mais elle est fortement reliée à ce tome-ci. Alors, si comme moi vous avez lu la quadrilogie Hades et Perséphone, ce n'est pas une obligation de lire cette série-là. Moi, je l'ai lu parce que je voulais avoir, pour le coup, le point de vue d'Hadès sur l'histoire, vu que notamment les trois premiers tomes de de la quadrilogie Hades et Perséphone, et notamment du point de vue de Perséphone, là on a le point de vue d'Hadès. Alors est-ce que cette série se suffit à elle-même ou faut également lire Hades et Perséphone? De mon point de vue, pas spécialement, mais ça risque de coincer. Pourquoi? Les trois premiers tomes d'Hades et Perséphone sont du point de vue, donc, comme je disais, de Perséphone. Donc là, cette saga est donc en 3 tomes également. C'est-à-dire que celui-ci, c'est le miroir du tome 1 d'Hadès et Perséphone, mais du point de vue d'Hadès. Pareil pour le tome 2 et le tome 3. C'est-à-dire que celui-ci, c'est le tome 1 du point de vue d'Hadès. Le tome 2, c'est la même partie du tome 2. Et le tome 3, c'est le tome 3 également. En fait, chacun... c'est-à-dire que pour Hades et Perséphone, les 3 premiers tomes sont du point de vue de Perséphone. Et les 3 tomes de cette série-là sont en fait tout simplement la même histoire du point de vue d'Hadès. Par contre, Hades et Perséphone, c'est une quadrilogie. Le tome 4, il n'est pas que du point de vue de Perséphone, pour ceux qui ont vu ma vidéo, parce que dans le tome 4 d'Hadès et Perséphone, on a notamment 4 points de vue, et surtout les points de vue d'Hadès et Perséphone. Vous pouvez lire les 3 tomes d'Hadès, par contre, il faudra lire le tome 4 d'Hadès et Perséphone pour pleinement comprendre la fin de l'histoire que nous offre Scarlett Sinclair. De mon point de vue, comme je vous l'ai dit, j'ai lu Hades et Perséphone. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne, vous le savez. Là, j'ai aimé avoir le point de vue d'Hadès. Parce que, évidemment, les seuls éléments qu'on a sur ce qui se passe, je dirais l'histoire du point de vue d'Hadès, on l'a au fur et à mesure que Perséphone le découvre. Et là, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a plus d'informations sur l'histoire. Parce qu'on a tout ce qui est le rajout de ce que fait Hadès quand il n'est pas avec Perséphone. J'aime toujours autant le personnage d'Hécate. Voilà, déjà que je l'ai trouvé incroyable dans le tome 4 d'Hadès et Perséphone. Là j'ai aimé réapprécier Hécate comme ce qu'elle est, et là j'ai adoré les interactions qu'elle a notamment avec Hadès. Autant avec Perséphone il y a un peu ce côté deuxième maman pour Hécate a un peu le rôle de deuxième maman auprès de Perséphone. Là entre Hadès et Hécate il y a ce truc de ils sont différents sur beaucoup d'aspects, mais quand il s'agit de torturer les gens, c'est limite un concours de chacun la plus grosse entre Hécate et Hadès, excusez-moi de le formuler, mais j'ai trouvé ça très drôle et ça fait par moments des scènes un peu comiques dans des tons par moments assez sérieux. Autres scènes qui sont un peu moins nombreuses par rapport à Hades et Perséphone, c'est les scènes avec Hermès. Hermès est très proche de Perséphone, il est aussi du point de vue d'Hadès, qui des fois Hermès par son rôle de messager va souvent aux enfers, mais il a un peu son petit coin à lui là-bas. Mais il a vraiment ce côté avec Hermès, vraiment taquin et tout. Bon bref, vous connaissez la mythologie, vous connaissez les rapports que certains peuvent avoir avec les autres, etc. Mais Hermès il a toujours ce côté un peu taquin, si je peux me permettre, mais qui est, sur certains aspects, vraiment une évidence. Et comme par hasard, ces 3-là s'entendent bien, et comme par hasard, ces 3-là ont la lettre H comme première lettre de leur prénom. J'appelle ça une coïncidence. Après, voyez-vous ça comme vous le voulez. On avait déjà un aperçu, notamment dans le tome 3, voire même tome 4,
d'Hadès et Perséphone, c'est les liens qu'on... Comment dire, les relations qu'entretiennent les différents Olympiens. Dans celui-là, très rapidement, on a vraiment le point de vue que peut avoir par exemple Hadès avec d'autres Olympiens, notamment Zeus, Poséidon et notamment Déméter. Hein, N'oublions pas que Déméter, c'est la mère de Perséphone. Donc évidemment, ces deux-là ne sont pas faits pour s'entendre. Mais là, le fait qu'on a davantage d'interactions avec ce que sont les Olympiens, ça a toujours été un plus. Et c'est vraiment de revoir les liens familiaux qu'ils ont entre eux, mais également tout ce qui est les ententes et les mésententes, et à quel point ça peut poser problème pour beaucoup de gens. Notamment entre les dieux, notamment vis-à-vis des dieux entre eux. Pour la suite, oui, j'envisage de lire les 2 autres tomes pour continuer toujours à replonger dans cet univers que nous a offert Ascal Sinclair, et pourquoi continuer d'avoir justement de revivre le cours des événements de cette histoire-là, évidemment, du point de vue d'Hadès. C'était vraiment hyper intéressant. Alors évidemment, Hadès, c'est plus Zeus qui est chaud lapin que Hadès, hein, on va pas se mentir. Bon, Hadès, il est vraiment très chaud lapin qu'avec Perséphone. Là-dessus, on va pas se mentir, on l'a déjà vu dans Hadès et Perséphone. Je le redis, c'est pas un livre que moi je donnerais à des plus jeunes. Vraiment, plus fin collège, début lycée. Pour les... je conseille vraiment, oui, fin collège, début lycée. Par rapport, quand je vous dis à certaines scènes olé olé. Voilà, parce qu'après, ça dépend... enfin, moi, j'estime que oui, il y a c'est des scènes qui sont... Enfin, très décrites vraiment en profondeur et tout. C'est pas un effet livre que je donnerais aux plus jeunes. Voilà, après, que les parents ne viennent pas se plaindre auprès de moi pour x, y raison, je le dis, je le répète. En effet, il y en a certains qui peuvent être très ouverts vis-à-vis de ces sujets-là, d'autres moins. Et je veux pas qu'il y ait des jeunes qui découvrent leur sexualité via ces romans-là. Enfin, moi, ça me dérange. Hein. C'est pour ça que certains sites sont interdits au moins de 18. Là, moi, j'estime que là aussi, vu que... alors oui, les auteurs sont responsables de ce qu'ils écrivent, les éditeurs sont responsables de ce qu'ils éditent, et les lecteurs sont responsables de ce qu'ils lisent. Donc évidemment, si ce genre de truc se vend, c'est parce que les auteurs écrivent, les éditeurs les éditent, et les lecteurs les lisent. Donc évidemment, tout le monde a plus ou moins son petit truc dedans, en fait, que ce truc-là, ça se vend et ça se lit. Mais en effet, c'est des trucs... je me rappelle quand je vous disais d'une vidéo de Jeannot Solive, qui disait en effet, mais trop de warning, tout le warning. Je suis assez d'accord avec elle. Et comme je vous disais, moi maintenant, je fais vraiment... J'ai pas attention, mais je prends l'exemple là. Là, vous avez le titre. Là, vous avez les informations générales, donc de nouveau le titre, etc. Et là, vous avez un avertissement. À propos de ce livre, entre guillemets, veuillez noter que cette œuvre de fiction contient des éléments explicites et sombres ainsi que des passages qui sont susceptibles de heurter la sensibilité d'un public non averti. Donc moi j'estime en effet que oui, alors au-delà de ça, vous avez des scènes olé olé, mais vous avez des scènes où, vu que Hadès est le dieu des morts, il a droit de vie et de mort sur les gens qui croisent. Et quand il s'agit de vouloir des infos, Hadès va pas en mode petit dérogatoire, il va très très loin. Donc en effet, on parle de torture, de choses comme ça. Donc oui, c'est pas un livre que moi je mettrais dans les mains des plus jeunes pour le coup. Mais est-ce que ça fait forcément des mauvais livres? Non, c'est bien amené, c'est bien écrit. Faut juste s'apprêter au fait que par rapport à Perséphone dans le tome 1 d'Hadès et Perséphone, là Hadès c'est vraiment un gros charreau qui veut se faire Perséphone à tout bout de champ, quoi, tout simplement. J'ai juste à le rappeler. Mais en effet, dans l'ensemble, c'est un livre que j'ai adoré, c'est bien amené, etc. C'est pour ça que j'envisage en effet de lire la suite pour avoir le point de vue cette fois-ci d'Hadès. Ma chronique sur Game of Fate, donc le premier tome de la saga Hadès de Scar Sinclair est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine.